commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit ce magazine d'analyse d'actualité politique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Et un invité m'accompagne, nous tentons de les décortiquer avec lui. Il est aujourd'hui une sorte de caillou sous les pieds d'un homme, Monsieur Mbosso Christopher, parce qu'il veut absolument se payer la tête de Monsieur Mbosso avec une motion de défiance contre le bureau Mbosso. On parle de ça. Qu'est-ce qu'il reproche à Mbosso? Qu'est-ce que Mbosso lui a fait? On reviendra également sur plusieurs autres questions d'actualité de l'heure. La question notamment de la sécurité, état des sièges dans sa province, mais aussi ce qu'on appelle désormais la tentative de coup d'État, sans oublier d'autres questions importantes qui intéressent l'actualité politique. Lui, c'est les députés Iracham, honorable Iracham, et donc notre invité du jour, Gracien Iracham, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui nous voient sur YouTube, merci. Ça fait un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. On vous appelle Gracien de Saint-Nicolas Iracham. C'est pas congolais ça, vous êtes un Mbororo, vous êtes quoi? Gracien de Saint-Nicolas Iracham, ça sonne nullement congolais ça. Non, Iracham, c'est même complet, Iracham Gracien de Saint-Nicolas. Le deuxième nom de mon père, c'est Ounen. En fait, je suis d'une tribu qu'on appelle tribu Alour, mais du côté régional, on nous appelle des Luo. Nous sommes au Kenya, nous sommes en Ouganda, et nous sommes au Congo, mais nous sommes aussi au Soudan, à Tanzanie. C'est la tribu de Barack Obama au Kenya, et puis c'est la tribu des deux présidents ougandais. Il y a Tito Okello et il y a Obote. Donc, c'est une tribu qui s'étend vraiment au niveau régional sur 4 ou 5 pays. Donc, vous êtes congolais de père et de mère? Oui, de père et de mère. Gracien de Saint-Nicolas Iracham. Ou Iracham ou Men, donc. Ouais. Donc là, je suis des territoires de Mahagi. C'est parmi les rares territoires avec une seule couche ethnique. Donc la tribu Alour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député national, élu de Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi. On parle des changements ou de la République. Il y a aussi un débat là-dessus. On va évoquer toutes ces questions-là. Je vous ai fait venir pour aborder l'actualité avec vous. Mais l'actualité concernant les députés, c'est quand même la libération de José Moufoula qui a été arrêté hier, jugé en flagrance. On apprend aujourd'hui que la Cour vient de lui accorder une liberté provisoire. Il y a quelques exceptions qui ont été soulevées par ses avocats. Vous dites quoi? Vous vous sentez menacé, pas protégé par les bureaux Mbosso, qu'on puisse cueillir un député comme ça pour un problème d'opinion? En fait, l'arrestation de José Moufoula, ce n'est que la conséquence de tout ce que je suis en train de revendiquer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, on a soulevé cette exception pour dire tout simplement, et là je salue vraiment tous les députés qui sont des juristes, pour dire que c'est quand même... C'est pas même quand même, c'est un député national. Et il est justiciable au niveau de la Cour de cassation. Ou alors, si c'est dans un cadre militaire, c'est la haute cour. Ce n'est pas... C'est la haute cour militaire. Oui, ce n'est pas au niveau des Goma, où il y a la cour militaire. Je ne sais pas c'est quelle cour, mais je pense que c'est la cour militaire qui est là. En principe. Oui, en principe, il ne peut pas être jugé par la cour. Donc, on a soulevé cette exception-là pour dire que non, bon, s'il y a des dossiers contre lui, il faut l'acheminer à Kinshasa. On peut arrêter un député à flagrance, c'est pas interdit, mais alors il faut l'acheminer devant son juge naturel qui est la Cour de cassation, ou alors si il est pris dans les affaires d'armes ou les histoires militaires, c'est la haute cour militaire. Et donc nous avions pensé que si jamais on l'avait pris à flagrance, il fallait profiter de ces mêmes avions CA pour l'acheminer directement à flagrance, comme ça il est jugé la même nuit ici à Kinshasa. Ce qui n'a pas été fait, on les retient à Goma et on entame directement les procès. Et donc, les avocats, heureusement, et c'est là les députés qui suivaient. J'ai salué à passant honorable Mboukou, Boris Mboukou, qui a suivi de près. Un avocat très compétent, voilà. Qu'on salue d'ailleurs. Voilà, et avec Juvenal Mounoubo, qui ont gardé des contacts, vraiment pour être en contact avec les groupes d'avocats qui étaient sur place. Et ils ont pu quand même remporter cette liberté, justement cette liberté que les collègues viennent d'avoir aujourd'hui. Mais on lui reproche un certain nombre de choses. Je vais regarder dans mon carnet. On dit de lui... qu'il a fait un manquement grave et il a tenu des propos incitant à la rébellion au niveau
des militaires, on sait que José Moufoula tient un discours contre l'état des sièges. Ça tombe bien que je sois avec vous, vous êtes vous-même élu de la province de l'Ituri, où il y a l'état des sièges. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de siège, vous, députés de ce coin de la République? Est-ce que Félix Tshisekedi a fait une erreur en lançant l'état des sièges? Est-ce que l'état des sièges a amélioré les choses et le fait stagner, ou on avance avec l'état des sièges? Bon, je ne voudrais pas rentrer dans les débats où José Moufoula a été arrêté, parce que quand la justice s'est saisie d'un dossier, nous devons respecter la justice pour établir un procès qui est équitable. Okay. Alors, avec le développement des procès, on allait savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. Bon, je ne voudrais pas rentrer dans ces débats, mais ce qui est vrai, l'état des sièges, c'est un dispositif constitutionnel. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait normal. Si le chef de l'État trouve qu'il faut proclamer un état de siège, comme il a fait avec l'état d'urgence, c'est un dispositif normal, parce que son souci est de pouvoir ramener la sécurité dans une partie qui est en danger, qui échappe du moins au contrôle, ou qui est dans les risques d'échapper au gouvernement. Donc c'est tout à fait normal. Donc c'est un dispositif légal, justifié, mais le problème maintenant, c'est l'exécution de cette disposition au niveau pratique. Okay. Qui peut poser problème, et donc qui peut faire en sorte que la population ne soit pas d'accord par cette disposition qui est l'état des sièges. Est-ce que vous êtes fier de l'exécution? Allons justement dans l'exécution concernant votre province. Ça fait 8 ou 9 mois que le président Tshisekedi a lancé l'état des sièges. Que pensez-vous, vous, Gracia Iracham, de l'exécution, des modalités et même de la conduite de l'état des sièges dans votre province? L'état des sièges a été lancé le 6 mai 2021. Nous avons... Personnellement, moi, je n'étais pas pour l'état des sièges, mais je respecte la décision du chef de l'État, parce que nous, on a accepté par tous les moyens que la paix revienne à l'Est. Si le chef de l'État a pensé que par l'état des sièges, la paix allait revenir, nous, on accepte, on se plie. Mais moi, je n'étais pas pour. Alors, quand on a lancé l'état des sièges, un mois après, il y a eu des remous au niveau de la population. Et la population nous a saisi, nous les députés, en disant, mais on ne voit pas clair. Nous avons accueilli avec joie l'état des sièges, mais tel que nous voyons les choses, ce n'est pas ce que nous attendions. C'était le premier mois déjà, au mois de juin. Au mois de juillet, des murmures continuent encore. Et au mois de... Ça, c'est au mois de juin. Au mois de juillet, on n'en pouvait plus. Il y a eu des pressions et des pressions partout, que ce soit en Ituri comme au Nord Kivu. Et finalement, on nous a saisi, les députés, on ne pouvait plus respirer. Et nous aussi, nous avons réagi à l'Assemblée nationale, parce que c'est la représentation du peuple. L'état des sièges, quand le président le proclame, après un mois, l'état des sièges cesse d'exister, et maintenant la charge revient à l'Assemblée nationale, qui peut statuer, qui peut faire un débat pour proroger ou non. Donc la responsabilité était rentrée à l'Assemblée nationale. Et quand la population nous consulte, nous, députés nationaux, nous avons trouvé que c'était normal, qu'il fallait bousculer l'Assemblée nationale à pouvoir réagir, et qu'on fasse d'abord l'évaluation des 3 mois d'état des sièges. Parce qu'il y avait des remous partout. Et nous avons fait avec tous les collègues de Nord Kivu et de l'Ituri, nous avons poussé les bureaux Mbosso à accepter l'évaluation d'état des sièges. Et nous avons évalué l'état des sièges pendant 3 mois, durant presque 4 mois. Et c'est le résultat de l'état des sièges, de l'évaluation, qui va donner justement ces résultats, que l'état des sièges était mitigé. Donc ça ne venait pas des individus. Le rapport est quand même très accablant. D'ailleurs, j'ai lu les rapports. Vous avez lu les rapports. On parle des problèmes logistiques, de prendre des moyens. Où le ministre de la Défense lui-même vient témoigner devant la Commission de Défense et Sécurité que ça ne va pas. Je vous informe. Le chef d'état-major parle des problèmes d'effectifs. Je vous informe que vous avez lu ces rapports-là, mais nous, on ne l'a pas eu. Si, moi j'ai... Nous, on ne l'a pas eu. Et vous voyez un peu... Oui, c'est quand même grave. Un rapport qui est censé être validé, voté, adopté par les députés nationaux, et les jours où il y avait séance plénière, on a refusé de nous rendre disponibles ces rapports-là. Donc on nous a liés au micro. Heureusement, nous avions participé activement à toutes les séances. On a compris l'esprit de la lecture. Et c'est après que nous allons trouver que le rapport est en train de circuler dans le monde, publié dans les journaux partout. Vous voyez, on n'a même pas eu confiance en nous, députés. Et pourtant, on nous accuse que nous sommes dans les groupes armés. On nous dit, voilà, si on rend ces rapports publics, à vous les députés, vous risquez de les transmettre à vos gens qui sont dans les groupes armés, ceci, cela, et c'est donc risqué. Et nous avons voté sans avoir ces rapports-là. Il y a eu méfiance contre vous les députés. Il y a eu méfiance. Et nous avons voté donc en écoutant, en suivant au micro,
tout ce qui a été lu. D'ailleurs, c'était tard. On a fait le même jour où il y a eu débat sur les dossiers RAM. Les RAM, c'était en public, tout le monde a suivi sur la télévision, mais avec les dossiers sécuritaires, on était dans le huis clos, et curieusement, la plupart des députés étaient partis. Nous sommes restés à moins de 200. Et quand on est resté à moins de 200 dans la salle, vous voyez, on lit, nous sommes restés juste à presque 22 heures, on est en train de lire ces recommandations et résolutions. Bon, nous sommes restés, et c'est alors qu'on va découvrir que les rapports, effectivement, on l'avait déjà travaillé au niveau de la commission, fait état d'un dispositif qui est mitigé. Donc ça veut dire que l'état des sièges ne satisfait pas, du moins au niveau du milieu. Donc le bilan, les résultats n'est pas bon. Vous, Iracham, vous ne croyez plus à l'état des sièges, si je dois être clair avec vous. Donc il faut que M. Tshisekedi arrête ça. Ça n'apporte aucun résultat. Le problème, c'est que les résolutions et recommandations de la Commission défense et sécurité qui ont été votées par l'Assemblée nationale, ces résolutions et recommandations sont complètes. Ça veut dire qu'il y a quelque part une recommandation qui avait demandé un plan de sortie avant la 9e prorogation de l'état de siège. C'était complet. Et on a donné toutes les recommandations qui permettaient à ce qui est réforme. Avant la 9e prorogation, vous avez demandé quoi? La Commission défense et sécurité a déposé un rapport qui a été voté par la plénière, ça veut dire adopté. Et dans ces rapports-là, on a demandé à ce qu'il y ait un plan de sortie, que le gouvernement présente un plan de sortie de l'état de siège avant la 9e prorogation. Ce n'est pas un secret, c'est quelque chose qui a été fait officiellement. Mais dites-nous aujourd'hui, nous sommes à la 17e prorogation, si je ne m'abuse, parce que moi je ne compte plus. Et donc, pourquoi de la 9e prorogation jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu ce plan de sortie de l'état de siège? Je risque de croire qu'il y a quelque chose qui se cache sous état de siège. Parce que la recommandation votée, adoptée, faisait état des plans de sortie. Mais comment vous adoptez alors la prorogation sans pour autant avoir le plan de sortie? C'est vous-même, député, qui violez vos propres résolutions, ou c'est Mbosso qui décide? Molière m'a dit, Perrault, ne t'inquiète pas, cet état de siège là, on nous le fait prolonger sans vrai débat, c'est par mot d'ordre qu'on le fait. En fait, il y a des procédures. La commission a travaillé avec des sous-commissions, et il y a des sous-commissions qui ont travaillé sur l'aspect militaire, défense, l'aspect justice, l'aspect sécurité intérieure. Et donc, tous ces rapports sont condensés et mis à la disposition de la plénière qui a voté, adopté ces résolutions et recommandations. Et parmi ces recommandations, on a décidé même de créer une commission spéciale qui allait contenir un groupe de députés et même de membres du gouvernement et d'experts qui allaient suivre la mise en application des recommandations. Mais même cette commission, elle n'existait pas. Même les plans de sortie qu'on a exigés au gouvernement avant la 9e prorogation, ou alors même si c'est arrêté en 10e prorogation, ça n'existait pas. Donc on est face à une situation où on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Donc nous risquons de nous poser la question, mais que cache l'état de siège? C'est ça, parce que la représentation populaire a voté des recommandations et des résolutions qui ne sont pas appliquées. Et c'est ça mon combat jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de demander qu'on applique les résolutions et recommandations de la Commission Défense et Sécurité. Et si on appliquait ces résolutions et recommandations, je vous dis que nous aurons les meilleurs systèmes de sécurité au monde. Mais on ne peut pas l'appliquer, peut-être parce que vous-même, député, vous êtes dans les groupes armés. Mbosso l'a dit, hein, camarades quittez les groupes armés. Je parle de vous, Gracia Iracham, parce que vous êtes du Sud Kivu. Qu'est-ce que je raconte? On vous accuse d'être dans les groupes armés. C'est vous qui tirez les ficelles par rapport à ça, vous les députés. Vous répondez comment à tous les bruits, à tous ces détracteurs qui disent que c'est la notabilité, ce sont les députés qui sont en réalité les chefs des bandes des groupes armés? Cette question, nous l'avons gérée plusieurs fois. Nous avons apporté des lumières plusieurs fois, mais souvent nous ne sommes pas compris. Nous, les députés, nous avions même dit pendant les différentes séances de la commission défense et sécurité, et même à la séance plénière, nous avons toujours réclamé tout député qui est suspecté, il faut l'arrêter, il faut le juger et il faut le mettre à prison. Vous voyez la machine étatique.
est-ce que, M. Perrault, un individu peut résister à toute une machine de l'État? Quand on dit, par exemple, toi, tu es dans les groupes armés. Mais pourquoi on ne peut pas arrêter cette personne-là? S'il y a 2, 3, 4 personnes qui sont dans les groupes armés, vous avez vu avec l'avènement que nous connaissons aujourd'hui à Kinshasa, la machine de l'État s'est déployée face à des personnes qui sont suspectes. Et donc, c'est la même façon qu'on devrait agir dans les zones où il y a des états de siège dès qu'on apprend quelque chose, parce que nous avons des services spécialisés qui sont là. On se déploie avec énergie et force, parce que vous voyez, les Rwandais, par exemple, aujourd'hui, et même l'Ouganda, dès qu'ils sentent qu'il y a la présence de certaines personnes qui cherchent à déstabiliser le pays, on vous saisit par la même seconde qui suit et on vous amène au tribunal. Vous devez donner toutes les limites pour qu'on puisse étouffer. Camarades, quitter les groupes armés, c'était devant vous tous, non? Votre propre président vous a livré. C'est pas un problème. Nous acceptons ce qu'il a dit, mais alors nous voulons que cette parole puisse se suivre avec des actes. Donc il faut que la justice se saisisse de toute personne. Mais encore, vous savez que la justice, en arrêtant quelqu'un, comme on l'a fait avec José Moufoula, vous devez respecter des procédures. Et quand vous respectez des procédures, il y aura des lumières qui sont faites, qu'on sache qui est qui fait quoi. Nous avons une machine qui existe, la justice. Nous avons l'appareil de l'État, les renseignements qui existent. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des individus, députés ou notables, qui échappent à la grosse machine étatique de l'État congolais pour tirer les ficelles et activer les groupes armés. Je ne crois pas. Mais j'en parle parce que vous-même, votre grand frère a été arrêté. Et puis, je l'ai dit, avant que je revienne à cette affaire-là, je l'ai dit par exemple, vous savez que nous avons parfois certaines zones qui ne sont pas contrôlées par les gouvernements, par nos militaires ou par nos forces de sécurité, où vous trouvez carrément il y a des groupes rebelles ou des groupes armés qui contrôlent. Et parfois, les députés, il est appelé à sillonner cette région-là. Et même s'il est gardé par sa police, il est obligé de laisser sa police parce qu'il y a le peuple congolais qui est là. Il est obligé d'entrer dans cette zone-là. Du coup, il se retrouve face à des groupes armés. Et parfois, il est obligé de négocier que ces gens fassent des rééditions. On l'a vu à Massissi, on l'a vu même parfois au site Kivu, où des députés sont allés négocier. Parce qu'après tout, même ces gens des groupes armés, ils disent que non, vous êtes nos députés, vous êtes nos représentants. Nous avons tel problème, nous avons commis des gaffes, mais nous ne savons plus parler. Est-ce que vous ne pouvez pas parler pour nous parce que nous voulons déposer les armes? Par quelle méthodologie on va appliquer si on ne peut pas donc accepter à ce que, je dirais par quelle méthodologie on peut faire une réédition si on ne passe même pas par ces mêmes députés qui sont des représentants de la population? Donc, les députés, il est entre l'enclume et le marteau. D'un côté, il doit chercher à négocier la paix avec ces groupes armés. De l'autre côté, il est frappé par le gouvernement, le taxant, par exemple, d'être lui-même coupable. Non, mais comme vous, ça se confirme parce que votre propre grand frère a été arrêté, selon le directeur du cabinet de M. Mbosso, parce qu'il fait partie des groupes armés. Il est même venu ici à Kinshasa, il a fait la prison ici, non, M. Irachan? Non, je pense qu'il faut faire la part des choses. J'ai un grand frère qui est aîné de la famille et qui est député provincial. Et lui, il est allé s'assurer si les ordinateurs que le gouvernement devrait remettre aux écoles étaient bien arrivés et si le nombre qui allait être remis aux écoles était ce nombre-là qui était envoyé de Kinshasa. Il voulait s'assurer parce qu'il aime beaucoup les dossiers scolaires. Et quand il arrive là-bas, il y aura justement un problème. La Proved qui était là va l'accuser pour dire qu'elle est venue déstabiliser la séance. Parce que c'était une cérémonie à plein air où on procédait à la remise des ordinateurs. Et alors, on va appeler le vice-gouverneur qui le prend, comme on le dit, Manu Militaire. Et on la chemine à l'auditorat militaire. Et là, on dit que non, c'est la flagrance. Et on va les juger, on va les condamner à 12 mois. On dira ceci comme grief. Il est condamné pour rébellion, je crois, rébellion à l'ordonnance présidentielle portant état de siège. Maintenant, il y a des gens qui vont prendre ces mots rébellion, qui vont commencer à développer ça pour dire qu'il est rebelle. Mais en fait, c'est un dossier administratif des ordinateurs. Ça n'a rien à voir avec les armées. Il n'a pas été membre de Codeco, je sais pas moi. Non. Il est élu de la ville de Bunia. Et donc, c'est parce qu'il comptait les ordinateurs. Il vérifiait si le nombre des ordinateurs qui étaient envoyés de Kinshasa était le nombre requis pour remettre aux écoles. C'est pour cela qu'on l'a arrêté. Et donc, nous avons laissé la justice faire son travail. On l'a condamné à 12 mois en Ituri par la juridiction militaire qui est sur place.
Et nous avons demandé, il a interjeté l'appel à Kinshasa, la haute cour, et arrivé ici, on a réduit la peine de 12 mois à 4 mois. Il a purgé la peine et il a été libéré le 7 janvier. Et maintenant, quand je vous parle, il est à Ituri. Il est rentré dans son fief. Et donc, c'est quelqu'un qui vit avec la population. Ça n'a rien à voir avec ce que les Non, ça, il a fait une diffamation, une accusation très grave. D'ailleurs, j'ai porté plainte. C'est une accusation extrêmement grave qui salit la dignité et ma dignité et la dignité du député provincial, mais aussi la dignité de ma famille. Donc, nous, on ne peut pas laisser des antivaleurs comme ça. C'est comme ça, on a porté aussi plainte. C'est pour vous dire quoi? Les contextes de l'Est étaient contextes très compliqués dans lesquels nous travaillons. Et donc, parfois, vous avez même des fils d'humiliés qui sont infiltrés parmi la population. Et comme le député, parfois, il fait office de quelqu'un qui aide les gens partout, il peut faire un transfert de l'argent. Quelqu'un qui vous dit, non, je suis à l'hôpital, je dois en tout cas faire opérer ma femme, et ceci, cela. Vous l'aidez peut-être avec $20, $50. Et après, du coup, vous trouvez que cette personne peut-être était en ramification avec les groupes armés, et on vous dit que non, vous avez appuyé un groupe armé. Donc, on est dans un contexte très compliqué. Donc, c'est difficile d'être député dans l'Est de la République. Très difficile. Donc, c'est comme ça que nous avons demandé à ce que la justice, dans la commission défense et sécurité, on a demandé à ce qu'on renforce les dispositifs au niveau de l'appareil judiciaire, qu'on équipe l'organe judiciaire pour faire en sorte que la justice puisse triompher sur ce qui se passe comme phénomène groupe armé. Si on a quand même des magistrats qui sont bien formés au niveau militaire, nous avons des agents de renseignement, il faut les doter de moyens spécialisés pour permettre à ce qu'ils puissent dénicher tous les criminels qui se cachent au sein de la population. Et nous sommes d'accord avec cette procédure-là. Malheureusement, on ne comprend pas pourquoi l'État ne parvient pas à mettre la main sur ces gens-là. Et nous voudrons qu'on mette la main, qu'on les juge, mais qu'on respecte la procédure. C'est notre collègue, il a été arrêté à Goma. Ce n'est pas mauvais, mais il fallait respecter la procédure. On les met devant son juge naturel, qui est la Cour de cassation, et on va suivre les procès. Et si jamais il est impliqué dans un dossier ou un autre, il n'y a personne qui est au-dessus de la justice. Donc, c'est voilà un peu la façon dont je vois les choses au niveau de l'Est. Donc là, vous avez porté plainte contre les directeurs du cabinet de Mbosso et vous allez jusqu'au bout parce que vous pensez que l'honneur de votre famille a été sali. L'honneur a été sali et vous savez que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup respecté à l'Est. Je suis vraiment un notable à Ituri, donc je ne peux pas accepter qu'on me salisse en disant que je suis dans les groupes armés. Non. Alors, si vous m'accusez, comme on dit là, apportez des preuves. C'est important. Et qu'on voit que non, je suis... Il ne faut pas seulement qu'on chante, non, vous êtes dans les groupes armés, tel il est à connivence. Non, apporter des éléments de preuve. C'est très important. Donc, nous, on demande réparation et on va continuer à demander à la justice d'enquêter sur ces dossiers-là, que M. Mbemba nous apporte des preuves, que nous, on est impliqués dans ces affaires des groupes armés. Nous, on ne les fera jamais parce que nous avons intérêt à protéger l'Est. Nous travaillons au risque et péril de notre vie pour que la paix revienne à l'Est. On va suivre le dossier, on verra ce que la justice va finalement faire. On reste dans la phare des dossiers sécuritaires. La sécurité, vous le savez, honorable, c'est cette affaire de François Béa qui a été arrêté hier. Un communiqué de la présidence a été lu également. Qu'est-ce que j'ai dit? Il a été arrêté le week-end. Un communiqué a été lu hier. Beaucoup parlent d'une tentative de coup d'État. Vous êtes député national, notable, intellectuel. Est-ce que vous croyez vraiment que il y a eu une tentative de coup d'État avec M. François Béa pour déstabiliser le pouvoir de M. Tshisekedi? Bon, à mon avis, c'est trop tôt que moi je puisse émettre des avis sur ces coups d'État. Pour moi, c'est trop tôt parce que je dois respecter le travail des services spécialisés. Moi je suis vraiment confiant. Je sais que nos services de sécurité sont efficaces. Donc, pour moi, c'est le moment de réunir tous les éléments et de pouvoir mettre à nu ce qui a été fait. Parce que moi, personnellement, je ne vais jamais accepter les coups d'État. Il ne faut pas que les gens applaudissent ce qui se passe à l'Afrique de l'Ouest. Au Mali. Ce sont des reculs graves, des entraves à la démocratie. Quand nous combattons aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale pour que l'indépendance du pouvoir, dont les pouvoirs législatifs soient respectés, c'est parce que nous connaissons la valeur de la démocratie. C'est parce que la démocratie, l'Assemblée nationale, c'est le socle même de la démocratie. On ne peut pas parler de démocratie sans l'Assemblée nationale. C'est le pilier même du développement, l'Assemblée nationale. Donc, il est hors de question. D'ailleurs, nous, si jamais il y a coup d'État, on revient à zéro. Donc, les acquis de l'alternance, là, on les perd.
On les perd complètement. Et donc, on revient à l'étape où il y a la dictature qui commence, on dissout les parlements, on dissout les... Donc, il n'y a plus de liberté. Donc, on ne peut jamais, alors jamais souhaiter qu'on rentre en arrière. Donc, pour me résumer, moi j'ai confiance à ce que nos services continuent à travailler et je soutiens l'alternance pour que ces affaires ne reviennent plus des dictatures. Donc à ceux qui disent que c'est une stratégie pour distraire l'opinion, à ceux qui disent que ça peut être... Vous leur demandez de garder leur et de laisser les services faire de non, il ne faut pas qu'on aille vite pour dire que ce sont des distractions. Non. Je pense qu'il faut respecter quand même nos services. Il faut les encourager à protéger la démocratie. Et la démocratie, ça passe par le respect des institutions. Il y a la présidence de la République, l'institution présidente de la République, il y a l'institution gouvernement, il y a l'institution parlement et l'institution cour et tribunaux. Donc il faut respecter. Donc si nous ne respectons pas ces principes-là, alors là nous allons nous enfoncer. Parce que vous savez, avec le coup d'État, c'est l'autoritarisme. C'est une seule personne qui va exercer l'influence sur toutes les institutions. Et ça, c'est dangereux. Et c'est comme ça que nous disons toujours, l'Assemblée nationale doit travailler parce que l'Assemblée nationale représente les points de vue de la population. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir notre invité, c'est l'honorable et Gratien de Saint-Nicolas Iracham. Avec lui, on fait la lecture de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Honorable, mettons les pieds dans le plat. C'est vraiment pour ça que je vous ai fait venir. Vous avez lancé une pétition contre M. Christophe Mbosso. Vous lui reprochez un certain nombre de choses. Il y en a qui disent que vous voulez trouver des pouces sur la tête d'une personne qui a une sorte de calvitie. Monsieur vous a fait quoi? Qu'est-ce que vous reprochez à Monsieur le Président de la Chambre basse du Parlement? En fait, en résumé, ce que je disais, je reproche une gestion chaotique de la Chambre basse du Parlement. Une gestion chaotique, donc une gestion improductive, donc qui ne donne pas de résultats. Et donc, si l'Assemblée nationale ne donne pas de résultats de son existence, alors à quoi sert notre présence à l'Assemblée nationale? Ou alors on nous dissout, ou alors nous rentrons, on revient dans un système où l'Assemblée nationale n'existe pas. Parce que tout ce que nous pouvons faire avec les émoluments que nous recevons, avec les frais de fonctionnement, avec tous ces moyens que nous avons, mais si nous ne pouvons pas être productifs, alors à ce moment-là, ça ne sert à rien. Donc l'Assemblée doit être productive pour vous? Je vais vous donner quelques exemples. Je vais me limiter à 3, pas beaucoup. Je venais de parler de la Commission de défense et sécurité qui a rendu ses résolutions et recommandations. Depuis le 29 septembre 2021, ces résolutions et recommandations ne sont pas mises en œuvre. À ce moment-là, parce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui, dans ses attributions, transmet les recommandations et résolutions de l'Assemblée nationale adoptées au gouvernement pour exécution. Et c'est une contrainte. Quand le gouvernement ne veut pas exécuter, à ce moment-là, d'autres moyens, au niveau de l'article 138 de la Constitution, donnent pouvoir aux députés pour pouvoir contraindre le gouvernement à pouvoir exécuter ces recommandations ou à contrôler ces gouvernements. Notamment, il y a des moyens d'information où nous pouvons obtenir des informations au niveau du gouvernement. Il y a les moyens d'information comme questions écrites, il y a questions orales avec débat, il y a, voilà, ça peut être aussi peut-être des missions d'enquête, mais là c'est plus le contrôle parlementaire, parce qu'il y a les moyens d'information, questions écrites, questions orales avec débat, mais il y a les moyens de contrôle qui deviennent plus de contraintes. Là, par exemple, c'est l'interpellation. Vous pouvez interpeller un ministre, vous pouvez initier une motion de défiance ou de censure au gouvernement, et ce sont des outils que la Constitution, dans un régime de démocratie, donne aux députés à travers l'article 101, alinéa 4, où les députés représentent la nation, il a ces pouvoirs-là, à travers l'article 101, alinéa 5, où le mandat des députés est impératif. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas avoir des pressions ou condamner pour ses opinions ou sa façon de faire les choses. Il reste indépendant dans sa façon de gérer le pays. Donc, de gérer les points de vue ou les contrôles parlementaires ou moins les moyens d'information. Donc, vous voyez, aujourd'hui, toutes ces résolutions de la Commission de défense et sécurité sont rejetées ou sont mises au frigo. Et ça fait en sorte que la guerre continue à l'Est. Parce que si on appliquait ces résolutions,
où je rappelle, il y a eu des membres du gouvernement qui ont participé, à ce moment-là, on aura des retombées positives au niveau de la gestion sécuritaire à l'Est. Mais quand on ne l'applique pas, alors à ce moment-là, l'Assemblée nationale ne sert à rien. C'est Mbosso pour vous. C'est Mbosso qui bloque, parce que c'est lui qui est censé transmettre. Et si les députés peuvent alors contraindre le gouvernement, c'est à travers l'interpellation, c'est à travers des missions d'enquête, c'est à travers des contrôles au niveau du gouvernement. Et quand et là, il faut passer par les bureaux. Et quand vous passez par les bureaux, c'est encore le président de l'Assemblée nationale qui doit transmettre ces questions au niveau du gouvernement, ou des services de l'État, ou des entreprises publiques. C'est toujours le président de l'Assemblée. Donc, si le président de l'Assemblée bloque toutes ces initiatives, vous n'aurez pas moyen de contrôler le gouvernement. Et donc, aujourd'hui, c'est justement le président qui bloque toutes les initiatives. Il y a juste des petites initiatives qu'on libère pour des raisons politiques, mais 95% des initiatives... Donc, Mbosso ne vous permet plus de faire votre travail. Oui, à ce moment-là, les députés n'existent plus, s'ils ne peuvent pas. Je vous donne donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les massacres à l'Est, les gens qui continuent à mourir, c'est parce que les résolutions de la Commission de défense et sécurité ne sont pas appliquées au niveau du gouvernement. Et on ne sait pas quelles sont les raisons. Je reviens encore sur un deuxième exemple, la question RAM, qui a secoué tous les pays. Vous avez vu, nous avons débattu de cette question à l'Assemblée nationale. Il y a eu des résolutions et recommandations qui ont été envoyées vers le gouvernement. Mais aujourd'hui, la taxe RAM continue à être normalement. Et la majorité des députés, pendant les débats, ont demandé la suppression pure et simple de la taxe RAM. Et même après la commission ECOFIN qui a travaillé sur la loi des finances 2022, la commission a trouvé que nulle part il y avait des recettes RAM et a demandé séance tenante à l'Assemblée plénière qu'on puisse supprimer la RAM, la perception RAM, de la taxe illégale RAM. Mais aujourd'hui, cette perception illégale continue. Donc ça veut dire que les résolutions qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale n'ont pas été transférées au gouvernement. Et donc là, du coup, l'Assemblée nationale devient inutile. Je donne un troisième exemple. Il y a eu une mission qui est allée au Sud Kivu dans le cadre des contrôles miniers. Et toutes les recommandations et résolutions de cette commission aujourd'hui sont jetées dans les oubliettes. Et vous savez que ce soit les Chinois, que ce soit tous ces gens qui continuent à semer des dégâts au niveau en matière minière, continuent normalement. Alors, nous irons avec tout ça où? C'est ça le grand problème. Donc, on est face à une Assemblée nationale. Et là, je félicite la population congolaise parfois qui dit que votre Assemblée là, elle ne sert à rien. Parce que l'Assemblée ne comprend pas pourquoi cette Assemblée nationale est improductive. C'est parce qu'on bloque cette Assemblée nationale. Et notre combat, c'est chercher à ce qu'on débloque cette situation pour que la voix de la population soit écoutée et appliquée par les gouvernements. Et donc il faut faire partie de Mbosso quoi? Nous avons cherché une ouverture avec lui. Plusieurs fois, nous lui avons demandé de les rencontrer et lui dire que ce n'est pas une bonne façon de faire les choses. Mais quand quelqu'un ne veut pas vous recevoir, alors nous allons appliquer la disposition légale qui existe pour les contraindre ou pour les remplacer. Alors, même jusqu'à maintenant, nous disons, même si la pétition circule, parce que je tiens à mettre, il y a une différence entre pétition et motion. Motion, c'est plus quand il s'agit du gouvernement. Mais la pétition, c'est quand il s'agit du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, la pétition là, elle est en train de circuler. Nous sommes en train de signer. Beaucoup de députés ont adhéré à l'initiative. Mais on peut renoncer, on peut surseoir la pétition si le président Mbosso accepte à ce que toutes les résolutions de l'Assemblée nationale soient appliquées au gouvernement. C'est là le problème, quand on vous accuse de vouloir faire du chantage à Mbosso, lui soutirer un peu de l'argent, donc vous lancez une pétition que vous pouvez arrêter à tout moment, avec comme exception que Mbosso vous reçoive, qu'il vous entende. C'est ça le problème. Les pro-Mbosso estiment que c'est une manœuvre que vous avez lancée, une manœuvre de chantage, et vous voulez obtenir certaines faveurs auprès de Mbosso. Lui, en tant qu'un vieux routier, il cède pas au chantage. C'est comme ça que vous parlez de la pétition. Non, bon, les gens ont toujours interprété les choses comme ils veulent. Je n'en discute pas. Il faut respecter l'opinion des gens. Mais nous, notre condition, c'est quoi? Si aujourd'hui le président Mbosso, il dit, voilà, nous transmettons, nous allons veiller à ce que les recommandations et résolutions de la Commission de défense et sécurité soient exécutées au gouvernement. C'est une garantie pour nous. Ça, ce n'est même pas nous. À quoi est-ce qu'on va lier ça à l'argent? S'il dit, par exemple, nous supprimons la taxe RAM aujourd'hui, il demande au gouvernement de supprimer. On exécute.
À quoi est-ce que ça, c'est une affaire d'argent? On peut surseoir la pétition. Il y a pas, parce que notre pétition, ce n'est pas un acharnement, ce n'est pas un règlement de compte, mais c'est une procédure qui vise à ce que les choses soient bien faites. Et il peut demander au gouvernement de diligenter des enquêtes dans le secteur minier, qu'on puisse remettre de l'ordre. Et s'il accepte, on met fin à la pétition. La pétition n'aura plus de sens. Donc là, vous continuez à récolter les signatures. Oui, on continue. Nous sommes... Non, j'ai bien dit dans mon tweet qu'on ne préfère pas rentrer dans la guerre des médias, dans la guerre des ondes, pour dire on est à tel... Ça, c'est les chantages, justement. On est à tel chiffre. Nous, on fait les choses comme des hommes d'État. Nous irons lentement. On a le mois de février. Donc si ça ne monte pas, lors de la session parlementaire du mois de mars, vous direz jusqu'au bout. Oui, parce que même maintenant, là, nous sommes en train de signer la pétition. On va continuer le mois de février, le mois de mars, on est encore là. Et au moment opportun, si on juge que c'est utile, parce que ce n'est pas moi seul, nous sommes nombreux, nous allons déposer la pétition. Donc, c'est quelque chose qui est fait comme des hommes d'État et conformément à des dispositions légales. C'est là où j'en appelle à tous ceux-là qui me combattent pour dire non. En matière de démocratie, quand je fais une initiative conformément à la Constitution, ce que vous devez faire, l'autre partie, c'est convaincre les députés à ne pas adhérer à cette idée-là. Et moi, je convainc les députés à pouvoir adhérer à mon idée. Et donc, dans les combats de démocratie, on verra le nombre de gens qui vont adhérer et le nombre de gens qui ne vont pas adhérer à l'initiative. Donc, il n'est pas dit que, bon, voilà, la pétition tombe parce qu'on n'a pas atteint 125 signatures. On peut arriver à moins de 125 et puis on laisse tomber parce que la condition, il faut atteindre 125. Mais on peut aussi aller à plus de 250 signatures, jusqu'à 230, jusqu'à 250, 280, 300. Ce n'est pas interdit. C'est un combat de démocratie. Et même si vous échouez, les gens n'ont pas adhéré à l'initiative. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas quelque chose de grave. Nous sommes face à un combat de démocratie où il y a les débats d'idées. Ceux-là qui ont des arguments vont remporter. C'est juste ça. Non, mais j'étais avec quelqu'un des proches de Mbosso, j'ai discuté avec des gens qui ils me disent, est-ce que tu as lu leurs lettres quand ils disent que l'Assemblée nationale est devenue une agence de sous-traitance du gouvernement, ce qui est faux. Quand vous réclamez même les jeeps, que Mbosso aurait donné 16 jeeps, tout ça, et ils posent la question, on attend qu'Iracham parle de la situation de la population, dit ceci. On a l'impression que c'est dans la comment ça s'appelle, c'est superficiel, au lieu d'aller de reprocher des questions liées notamment à la vie des populations. Je suis d'ailleurs content que vous parlez des rames, mais on dit que c'est vraiment, vous tournez autour du pot au lieu d'aller en profondeur. Des histoires des jeeps, des histoires des sous-traitants, qu'est-ce que c'est ça à voir, monsieur? Non, ben, il y a un certain nombre de griefs, parce que vous ne pouvez pas remettre de l'ordre à l'Assemblée nationale sans passer par la gestion politique et administrative de l'Assemblée nationale. S'il y a des problèmes administratifs, il y aura nécessairement, la conséquence va influer la gestion politique des choses. Vous savez, hein, il y a des choses que les gens ne savent pas. Ces véhicules, les gens ont pensé que c'était un véhicule de la corruption. Mais moi, je dis non. Ces véhicules, nous, notre délégation, qu'on appelle fameux C26 là, quand nous sommes allés rencontrer les chefs de l'État le 10 septembre 2020, nous avons dit ceci. Je me souviens vraiment de la délégation, je ne sais pas, à 22 députés. On a dit au président, nous sommes en train de travailler dans de très mauvaises conditions. Et quand vous allez contrôler un ministre qui a tous les moyens pour pouvoir vous mettre mal à l'aise ou vous corrompre, mais quand même, il faut que vous mettez dans une condition, vous, députés, où vous pouvez quand même affronter ces ministres-là. Parce qu'il y avait beaucoup de députés qui marchaient à pied, il y a beaucoup de députés qui circulaient en moto, il y a beaucoup qui étaient dans les taxis catch. Et nous avons demandé à ce qu'on les mette quand même. Et c'est conforme à la Constitution. On doit traiter les députés d'une façon digne. On doit les mettre dans une bonne condition pour pouvoir travailler. Et c'est alors que cette affaire de 500 jeeps est arrivée, cette affaire de 500 véhicules. Et quand on envoie 500 véhicules au Parlement, ça veut dire que chaque député doit avoir un véhicule. Et si ce député n'existe pas, son suppléant qui l'a remplacé, s'il est décédé ou il est empêché, son suppléant va avoir ces véhicules-là. Mais sur quelle base on va retrouver qu'il y a un certain nombre de véhicules qui n'existent pas? Non, il faut quand même qu'on soit rationnel. Parce qu'aujourd'hui, on sait que Kokonyangi n'a pas réussi les véhicules, on sait que Mabunda n'a pas réussi les véhicules, on sait qu'il y a un certain Ayobangira qui n'a pas réussi les véhicules. Donc il y a des députés qui n'ont... Mais dites, il faut vous demander... Quel est l'état de ces députés? Il a dit qu'il manquait 16 jeeps qu'il a rétrocédé. Qu'est-ce que ces députés peuvent penser quand ils voient d'autres collègues en véhicule, ou je ne sais pas, ça va être retranché sur les salaires ou quoi, on ne sait pas, mais ils voient les autres avec des véhicules et lui, on l'a privé. Et pourtant, on doit avoir les mêmes droits. Donc, ce sont des choses quand même qu'il faut soulever. Et ce ne sont pas des questions taboues, parce qu'après tout l'argent là, c'est l'argent du contribuable congolais.
Et donc, il faut quand même qu'on suive ces dossiers-là. Même si nous allons payer, nous sommes des citoyens. Je rappelle quand même que vous-même, vous avez reçu la Jeep Palissade. Hein. Je l'ai et je roule avec ça bonnement, tranquillement. Je suis dans ça. Parce que je sais que ce n'est pas la corruption. La Jeep de la corruption, là, pour quitter Kabila et aller... Non, ce n'est pas ça. Vous avez reçu la Jeep de la corruption pour changer. C'était négocié le 10 septembre avant que ces affaires arrivent. Donc, parlons justement de vos guerres avec Mbosso. On sent que vous-même, vous êtes un député de Moïse Katumbi. Vous prenez la tête de cette affaire, de cette contestation et de ce combat contre Mbosso. Est-ce que ce n'est pas une preuve que ça ne va pas au sein de l'Union Sacrée? Quelle est la situation à l'heure où nous parlons au sein de l'Union Sacrée? Vous, honorable Iracham, est-ce que vous croyez encore à cette affaire de l'Union Sacrée? Ça existe encore? Ça a encore de l'avenir, l'Union Sacrée? Bon, l'avenir de l'Union Sacrée dépend de son initiateur qui est le président de la République. Ça, on doit le dire. Mais nous devons aussi reconnaître que, personnellement, nous autres, l'objectif que nous visions à travers l'Union Sacrée, aujourd'hui, commence de plus en plus à s'éloigner. Cet espoir commence à disparaître. Ça se déraille un peu, l'Union Sacrée, pour vous? Pour moi, oui. Parce que l'objectif, c'était le peuple. C'est pour cela, vous avez vu même le président Moïse Katumbi, il est venu de Lubumbashi pour accompagner les chefs de l'État. Et nous tous, nous avons ouvert la main au chef de l'État parce que nous avons vu le peuple. Il ne fallait pas qu'on voit que non, bon, l'intérêt, c'est la population, ce sont des intérêts privés, mais c'était la population la cible. Mais aujourd'hui, quand nous, en tant qu'élus, nous voyons que la population ne se retrouve pas, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est comme ça que j'ai rejoint le point de vue de mon président Moïse Katumbi qui a dit « Nous sommes dans l'Union Sacrée, mais nous n'allons pas accepter les antivaleurs. Parce que nous sommes là pour le peuple. » Nous, par exemple, les députés de l'Est, nous avons adhéré massivement à l'initiative Union Sacrée parce que nous voulions assez que notre population retrouve la paix à l'Est. Mais aujourd'hui, quand cette population ne retrouve pas la paix, ça nous met mal à l'aise. Nous avons adhéré à l'Union Sacrée pour que le niveau social de la population puisse monter. Aujourd'hui, ce niveau-là est en train de chuter. Alors, est-ce que nous serons vraiment à l'aise? Vous connaissez la question de la gratuité. Vous connaissez la question liée à la santé de la population. Toutes ces situations, aujourd'hui, ça ne s'améliore pas. Donc, quelque part, on est loin de croire maintenant à cette vision de l'Union Sacrée. Mais seulement ce que moi je retiens est qu'il y a eu des gens qui se sont accaparés l'Union Sacrée et aujourd'hui qui sont en train de décevoir même le président Tshisekedi. Moi, je dois vous le dire comme ça. Parce que quand on voit des personnes qui sont arrivées, même après la signature de la pétition contre Mabunda, même après la chute du gouvernement, mais aujourd'hui, c'est eux qui sont devenus, je ne sais pas, des porte-parole, c'est eux qui sont devenus, je ne sais pas, des vrais ténors, des membres cofondateurs de l'Union Sacrée, et on sait qu'ils ont lutté jusqu'à tomber. Alors, ils ont récupéré la situation et aujourd'hui, ils sont en train d'aller avec... l'idéologie Union Sacrée ailleurs. Et nous allons faire quoi? On reste avec la population. Il faut partir. C'est ça justement les constances de M. Katumbi et de vous-même des Katumbistes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit vous ne voulez pas quitter pour combattre Tshisekedi de l'intérieur. Vous dites que dans l'Union Sacrée il y a un problème, vous n'avez plus la même vision. Vous fixez même des lignes en disant si par exemple le dossier Kadima passe à l'Assemblée nationale, je quitte l'Union Sacrée, vous ne quittez pas l'Union Sacrée, vous manquez le courage et vous n'êtes pas sincère, non, vous les catholiques? Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Quand on dit qu'il y avait l'Union Sacrée, qui avait l'objectif de pouvoir secourir la population, et bien sûr, c'est une idée du président Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, qu'il y a des acteurs qui sont en train de s'accaparer l'Union Sacrée pour l'acheminer vers le chaos. Nous, on doit dénoncer. Donc, ne voyez pas le président Tshisekedi. Vous savez, la fois passée... C'est pas le président Tshisekedi. Non. Si l'Union Sacrée va vers sa ruine et sa chute aujourd'hui, le responsable, c'est pas Tshisekedi, selon vous? Non. En tout cas, il y a des gens qui n'aident pas les présidents à pouvoir faire ce qu'il faut. Non, mais il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Prenez votre courage. Non. C'est ça, justement, l'hypocrisie katumbiste. Non. Vous dites que l'Union Sacrée va vers la chute. Mais la tête de l'Union Sacrée, c'est M. Tshisekedi. Prenez votre courage, dites que M. Tshisekedi ne sait pas gérer l'Union Sacrée. Savez, hein. Vous soufflez les chauds et les froids. Vous les bouffez de l'intérieur. Non, Péro. Le problème, c'est qu'il faut qu'on comprenne la vraie réalité en démocratie. Quand vous avez une autorité qui prend toutes les décisions, vous n'êtes pas en démocratie. En démocratie, l'autorité est là, mais on doit donner la voix à toutes les composantes du système. C'est ça la démocratie. L'autorité coordonne, il a la possibilité. Non. C'est l'autorité qui coordonne. Non, Péro. Nous sommes à démocratie. C'est comme ça que je vous disais tantôt, même à l'Assemblée nationale,
il y a les pour et les contre, et on va compter les nombres. L'union sacrée, il y a des membres, des composantes qui sont là. Si vous avez des composantes qui se mettent en majorité d'un côté, mais ce côté-là est condamné par la population, qu'est-ce que vous voulez que le président fasse? Il va être obligé d'endosser quelque chose qu'il n'avait pas accepté. Donc si le président ne tape pas sur la table, si le président ne met pas des notes, mais vous contredisez, parce qu'à un moment donné, vous avez dit que le problème de l'union sacrée, c'est d'abord son initiateur, son avenir dépend de son initiateur. Donc c'est à l'initiateur de redorer les blasons quand ça ne va pas, de corriger quand ça ne va pas. Non, moi je préfère qu'on aille sur des bases scientifiques. Nous sommes dans un régime démocratique. Vrai ou faux? On est dans la démocratie. Et dans la démocratie, c'est la loi du nombre et de la majorité. Vrai ou faux? Et donc, nous sommes dans l'union sacrée où on applique la démocratie aussi. Et donc, si aujourd'hui la majorité de ceux qui sont à l'union sacrée vote des résolutions qui vont à l'encontre de la population, c'est normal que l'union sacrée ne marche pas. Mais si le président Félix commence à décider sur chaque chose, ça devient la dictature aussi. Donc, quelque part, on laisse les champs libres à tout le monde. Et la majorité aujourd'hui est en train de voter des résolutions qui vont à l'encontre de la population. C'est comme ça que le président Katumbi dit non, nous restons avec la population. Nous pouvons même diminuer des nombres, on peut rester même peu, mais on reste avec la population. C'était l'union sacrée, prenez votre courage. Non, mais est-ce c'est ça l'hypocrisie de Katumbi. Non, on sait qu'aujourd'hui avec Tshisekedi, ça ne marchait plus, il ne se parlait plus, il ne se voit plus, le pont est coupé. Non. Il a fixé la ligne rouge, il a dit si vous faites passer l'affaire de Nikadima, je pars. Mais il ne part pas, c'est ça le problème. Il n'est pas courageux. Vous savez, il n'a aucun courage. S'il y a un homme de cœur, un homme qui est ouvert, un homme qui n'a pas de problème avec les gens, c'est Moïse Katumbi. Je vous le dis sincèrement. Moïse Katumbi parle avec tout le monde. Tout le monde. Moïse Katumbi n'est jamais dans la guerre pour dire que non, bon, il est gonflé, il ne parle pas, il est en guerre. Non, il a fait une interview avec notre confrère. Il a dit que la communication passait presque plus. Non, je vous dis. Il a reconnu que les contacts ne sont plus. Non, je vous dis, oui, ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas. Je vous dis que Moïse Katumbi a toujours été un homme ouvert. Je ne voudrais pas revenir dans la Bible pour dire qu'il est chrétien, mais c'est un homme ouvert qui n'a jamais de problème avec les gens. Vous quittez l'union sacrée, oui ou non? Non, mais est-ce que c'est l'essentiel? Et puis vous voyez. Donc, c'est quoi le problème? Vous savez. Vous allez quitter l'union sacrée, oui ou non? Vous savez, je reviens encore, on est dans un système de démocratie. Quand le président voudrait quitter l'union sacrée, et il dit j'annonce une consultation. Et la consultation aboutit sur des résolutions qui demandent à ce qu'on ne quitte pas encore l'union sacrée. Vous voulez qu'il fasse quoi? Pas encore. Oui, justement, parce que si on est justement dans cette logique de la loi de la majorité. Pas encore. Non, ça veut dire que... pour donner raison à ceux qui estiment qu'il va aller comme ça jusqu'à la fin 2022 ou en début 2023, il va trahir ce qu'il dit, il va partir. C'est ça le problème. Vous savez, quand vous êtes un homme d'État, attention, il ne faut pas suivre ce qui se dit parmi la population ou dans la rue. Il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans la rue. Mais en tant que quelqu'un qui est correct, vous savez que par exemple, quand le président Moïse avec les autres, ils ont quitté Kabila à l'époque pour aller former les G7. Il y a des gens qui ont condamné pour dire non, mais est-ce que vous avez eu le temps de consulter les autres? Et c'est comme ça qu'à un moment donné, le président il réfléchit, dit non, moi je suis dans la ligne rouge. Mais je dois quand même écouter les gens. Et il vient vers les gens. Il a écouté les gens à Kinshasa, les députés, la population. Il a fait la consultation au niveau de Lubumbashi. Il a fait même des consultations via la nouvelle technologie au niveau de la province, des différentes provinces. Il est allé même en Occident. Il a fait des consultations. Et les résultats est qu'on dit épauler le président Félix Tshisekedi. On n'a pas besoin de déstabiliser les pays. Nous voulons que les pays aillent de l'avant. Votre rapport est essentiel. Mais c'est quelqu'un qui écoute. Non, mais c'est quelqu'un qui écoute. Vous apportez, vous êtes avec quelqu'un, vous dites de lui que ce que vous faites, nous, on ne va pas porter les bilans. Vous refusez de porter les bilans du gouvernement auquel vous êtes d'ailleurs très valablement et même massivement représenté. Vous critiquez les bilans de ce gouvernement auquel vous faites partie. Mais attendez, vous jouez à quoi, Katumbi, vous-même vous savez, le problème de l'homme congolais, c'est parce que les Congolais, il ne comprend pas les textes de son propre pays. Vous savez, notre constitution, qui est responsable de la gestion quotidienne du pays? C'est le gouvernement. C'est le Premier ministre. Le Premier ministre vient d'où? Et l'émanation, ou le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc, en fait,
s'il faut commencer à condamner les dysfonctionnements au sein du pays, c'est d'abord l'Assemblée nationale. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui donne naissance au gouvernement et qui a le fouet pour encadrer le gouvernement. Le président, il vient seulement nommer le Premier ministre. Et alors, c'est là où on a besoin que quand le président voit que le Premier ministre, il ne parvient pas à bien travailler, il faut alors que le président puisse faire en sorte que ce Premier ministre cède la place à quelqu'un d'autre. Est-ce que le bilan de M. Tshisekedi sera le vôtre? Est-ce que le bilan de ce gouvernement, vous allez le défendre en 2023? Est-ce que vous assumerez le bilan de ce gouvernement? Revoyez d'abord le gouvernement. Nous avons quelle sorte de gouvernement? C'est la question que les Congolais devraient poser. C'est un gouvernement qu'on a mis en place pour épauler le président Félix Tshisekedi. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que le bilan de ce gouvernement sera porté par Moïse Katumbi et par vous-même? Non, mais qui est responsable de la gestion du gouvernement? C'est ça. Est-ce que Moïse Katumbi a à voir avec la gestion du gouvernement? Il a envoyé des ministres. Il a ses ministres dans ce gouvernement. Oui, il a envoyé la solidarité des membres du gouvernement. Vous avez des départements importants. Qui est le chef vous du avez gouvernement? les affaires étrangères. Vous avez quand même des choses. Non, qui est le chef du gouvernement? Donc, en clair, vous voulez dire quoi, Congolais? Les bilans de mais les bilans, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. affaire. Non. Il y a un chef du gouvernement qui est le Premier ministre. Et c'est là où je dis parfois, notre système, il faut qu'on puisse normalement, à un moment donné, revoir la constitution. Donc vous ne partagerez pas le bilan? Non, je vous dis ceci. Il est hors de question. Je vous dis ceci. Hein. Il faut pas qu'on réponde oui ou non, mais il faut soutenir la réponse. J'ai déjà dit non, nous on ne partage pas ces bilans. Donc il est hors de question. Je l'ai déjà dit. Réussite ou échec, ce n'est pas Katumbi. Il est hors de question d'opposer ça à Katumbi. Ça, ce n'est pas nous. Parce que je l'ai dit, il y a un chef du gouvernement. Non. Je suis en train de démontrer qu'il y a un chef du gouvernement. Pourquoi on appelle chef du gouvernement? Et ce chef du gouvernement est parrainé par l'Assemblée nationale. Alors, je ne sais pas comment vous allez lier ça à la présence d'ensemble pour les changements. C'est malheureux. Je ne crois pas. Comme ça, non, mais c'est la logique. Votre courage. Demandez à vos ministres alors de partir. Laissez les autres. C'est la logique. Ceux-là vont porter la responsabilité. C'est la logique. Vont accepter de partager les bilans. Non, mais nous sommes à l'union sacrée. Quittez le gouvernement. Nous sommes à l'union sacrée. Vous pouvez rester à l'union sacrée sans être au gouvernement. C'est pas impossible. Alors, mais c'est Perrault, c'est là où justement, je voudrais vous faire voir qu'il y a ces dangers-là de ne pas bien travailler à l'Assemblée nationale. Parce que si l'Assemblée nationale fait son travail comme il faut, on va interpeller le Premier ministre, on va interpeller les membres du gouvernement et ils sont obligés d'avoir un bilan positif. Mais aujourd'hui, si vous avez l'Assemblée nationale qui est en train de tolérer toutes les bêtises, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un gouvernement faible. Et le chef de gouvernement aura un bilan qui est nul. En fait, notre constitution en soi devrait être revue parce que notre constitution ne lie pas le bilan du gouvernement au chef de l'État aussi. Ça aussi, c'est un problème. Vous répondez comment à vos propres députés d'ensemble qui vous accusent, qui accusent Katumbi et certains de ces têtes de jouer à la duplicité, qui vous appellent à préciser, à faire notamment des déclarations, si vous êtes avec M. Tshisekedi ou pas, si vous allez partager son bilan ou pas, ils sont au nombre, eux-mêmes disent qu'ils sont au nombre de 40 sur le 73 ou pratiquement le 80 que vous avez. Vous voyez, mes inquiétudes avant, même les députés que certains appellent consensueux, qui ont encore un peu leur conscience, vous appellent à assumer le bilan de M. Tshisekedi et arrêter de les torpiller de l'intérieur. Non? Je vous avais dit qu'il y a la loi de la majorité dans tout ce que nous faisons. Nous, on a 5 ministres. Si je ne sais pas 58 ou combien. Est-ce que nous vraiment on y est pour quelque chose? Et il y a un chef de gouvernement qui est là. Donc vos propres députés se sont trompés. Vous avez vu vos collègues d'ensemble, ils ont fait une déclaration. Où ils critiquaient la duplicité, ils critiquaient une sorte de fourberie qui caractérise un peu le comportement d'ensemble de ses responsables. Ils vous demandent d'être clair, vous êtes ou vous n'êtes pas là. La Constitution ne refuse pas à quelqu'un de pouvoir réfléchir. Si ces députés-là, ils ont réfléchi, ils ont trouvé qu'il faut donner ce point de vue-là. À quoi est-ce que nous allons... Donc la maison assemblée au niveau de l'Assemblée nationale est fissurée. Non, ça c'est ça. D'ailleurs, eux-mêmes ne veulent même pas. Pourquoi ils ne veulent même pas quitter le groupe officiellement? Ils auraient dû écrire. Hein? Il fallait qu'ils puissent écrire au président du groupe parlementaire que voilà, nous sommes partis. Pourquoi ils n'écrivent pas? Eux-mêmes, ils sont dans l'hypocrisie.
Pourquoi ils ne peuvent pas écrire au président de l'Assemblée pour le changement que nous, désormais, nous signons, nous sommes partis? Est-ce que la déclaration, c'est une formule? Donc la maison, elle tient toujours ensemble à l'Assemblée nationale, c'est toujours normal, parce que bon, nous, on regarde de l'extérieur, on a l'impression que la maison est totalement fissurée, lézardée. Hein. Il faut que nous sachions quand même respecter les différentes procédures. Parce qu'une déclaration, ce n'est pas un document, ce n'est pas une procédure juridique. Ils peuvent dire, voilà, nous saisissons le président de l'Ensemble pour le changement, pour dire que nous avons quitté, ils ne veulent pas le faire. Ils devraient saisir le président du groupe parlementaire pour dire que désormais nous avons quitté votre groupe parlementaire MSG7 ou AMK et alliés. Ils ne veulent pas le faire. Bon, maintenant là, on est où? Où c'est eux-mêmes qui jouent l'hypocrisie? D'abord, ils vous disent que non, vous-même vous avez vu. Ils vous disent qu'ils sont 40, mais ils ont signé à 13. Est-ce que c'est correct? C'est eux-mêmes qui jouent l'hypocrisie. On ne les comprend pas. Comment vous pouvez faire un discours, vous, en tant que des personnes normales, vous dites que non, nous sommes 40, mais vous signez à 13. Il y a de l'hypocrisie. Alors, je les conseille, s'ils m'écoutent maintenant, de pouvoir saisir le groupe parlementaire pour dire, nous avons quitté. Qu'ils saisissent le président de l'Assemblée, nous sommes partis. Mais aussi longtemps qu'ils ne le feront pas, ils n'ont pas d'injonction à pouvoir donner au président de l'Assemblée pour le changement. Ils n'ont pas d'injonction à donner au groupe parlementaire. Pourquoi ils ne quittent pas les groupes WhatsApp, les différents groupes forums où on se réunit? Ils sont toujours là. Donc ils veulent jouer un pied dedans, un pied dehors. Un pied chez Tshisekedi, un pied chez Katumbi. D'ailleurs, c'est eux qui sont les vrais traîtres qu'on devait chasser. Voilà. On dit que bon, on peut bien les capter. Ce sont les députés de Lutundula, les députés de Mwando. Mais vous avez bien dit les choses. Ils sont toujours avec vous, les Mwando. Vous avez bien dit les choses. Avec vous, les Lutundula. Non, je ne saurais pas parce que justement, nous on attend la procédure. C'est lui qui n'est pas avec nous qui l'écrive. Et c'est ça ce qui tue la RDC aujourd'hui. Les Congolais n'ont pas de position. Nous n'avons pas de position et nous ne voulons pas assumer ce que nous sommes. Comme moi, par exemple, j'assume que j'ai initié une pétition contre Mbosso. Je l'assume. Mais vous trouverez des gens qui sont là en train de se cacher. Il est ici. Vous voyez, je vous donne un petit exemple. Quand Kabound a connu des problèmes, ces mêmes députés-là, ils ont fui pour dire Kabound, non, ne démissionne pas, nous sommes avec toi, tout ça, nous allons tout faire pour protéger les acquis de la révolution union sacrée. Après, ce sont les mêmes députés qui courent encore, qui reviennent ici. Nous sommes ici avec le président Félix Tshisekedi. Non, maintenant Kabound, on doit les mettre de côté. Vous êtes face à des caméléons. L'homme politique congolais, c'est la honte. C'est la honte. Comment nous pouvons vivre sans une position? Vous êtes aujourd'hui PPRD, demain vous êtes PPRD Mosaïque. Vous êtes aujourd'hui Union Sacrée, demain vous êtes Union Sacrée Mosaïque. Vous êtes Ensemble pour quoi ici maintenant? Vous êtes des progressistes Ensemble. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi on ne peut pas rester et s'assumer? C'est ça le problème de l'homme congolais. Et tout ça, c'est parce que les gens cherchent l'argent. Gracien de Saint-Nicolas Iracham, on va finir cette émission avec cet autre tollé que vous soulevez. C'est la question des déclarations de M. Paul Kagame. Vous venez de publier un communiqué que je suis en train de chercher d'ailleurs pour lire certains extraits avant de vous poser des questions là-dessus, où vous accusez le président du Rwanda d'avoir tenu des propos assez inquiétants. Je vais lire, si vous m'autorisez, avant, pour nos téléspectateurs. Les députés venaient de faire une lettre, je ne sais pas moi, un communiqué ou une lettre. Je vais tenter de vous les lire. C'est un communiqué numéro 007, tout ça. Les titres, c'est propos inquiétants du président rwandais Paul Kagame sur la situation sécuritaire à l'est de la République. Je vais prendre un extrait où le Paul Kagame dit: nous sommes attentifs à ce qui se passe en RDC. Il y a une connexion entre l'FDLR et les ADF. Nous ferons de tout notre possible pour régler ce problème. Il y a là où nous sommes, où nous supplions, là où nous faisons des demandes, mais il y a aussi là où, quand ça dépasse les bornes, nous réglons nous-mêmes le problème comme il faut, sans demander la permission à qui que ce soit. C'est vrai que Paul Kagame a tenu ses propos. Vous l'avez déjà lu. Vous l'avez lu. Ce sont des propos graves qui montrent en fait l'intention du Rwanda de revenir au Congo. Et c'est ça justement ce qui me préoccupe. Et je demande au Premier ministre de pouvoir me répondre par écrit, parce que nous sommes en vacances parlementaires. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état des lieux de la gestion de l'affaire sécuritaire à l'Est? Parce que le président Kagame se trouve menacé. Ce qui se passe, c'est quoi? Je vais résumer ça rapidement. Vous savez que depuis 1994,
il y a les Hutus rwandais, les rebelles qui sont entrés au Congo avec la chute de Habyarimana. Et c'est Paul Kagame qui a accédé au pouvoir. Ces réfugiés qui sont entrés avec les rebelles, les combattants, les gens qui étaient au pouvoir à l'époque, ils sont rentrés au Congo avec les armes. Et quand ils sont entrés avec les armes, ils ne sont jamais rentrés au Rwanda à 100%. C'est moins de 10% peut-être qui sont rentrés au Rwanda. C'est moins de 10% de tous ces gens-là. La majorité, la quasi-majorité des combattants Hutus rwandais de l'époque sont au Congo. On les appelle des FDLR. Aujourd'hui, on a des preuves que ce sont ces Rwandais, Hutus rwandais, qui sont en train de tuer au Nord Kivu et à Ituri. On a des preuves qui se sont liées aux ADF. Donc, il y a la présence des ADF et il y a la présence des FDLR. Donc, des rebelles Hutus rwandais au Congo et il y a la présence des rebelles ougandais au Congo. Museveni entre dans le cadre de mutualisation des forces. Il vient chercher à poursuivre les rebelles ADF. Et nous avons demandé, bien que nous avons accepté la mutualisation, mais il faut qu'on puisse avoir un accord où on sait que l'Ouganda est entré, va travailler dans quelle portion de territoire, pour combien de temps. On ne connaît pas le contenu de cet accord. C'est encore un problème. Et l'ambassade devient aussi très responsable. De deux, si aujourd'hui on a les FDLR qui tuent en Ituri, qui tuent au Nord Kivu, et les FDLR qui sont proches du Rwanda, quelle va être la réaction de Paul Kagame? Chercher aussi à entrer, neutraliser. En fait, la solution durable, c'était notre armée neutraliser tous ces groupes rebelles-là. Mais maintenant, quand nous cherchons à donner des solutions à nos forces de sécurité avec la Commission de défense et sécurité, on n'applique pas ces recommandations et résolutions. Nous aurons la conséquence à l'Est. Donc vous craignez que Paul Kagame renvoie des nouveaux militaires? Oui, exactement. Le fait qu'on a gelé aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est pas écoutée au niveau du gouvernement. Le fait qu'on a gelé toutes les résolutions. Aujourd'hui, Kagame menace d'entrer encore au Congo. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas, pourquoi moi je suis hostile à ce que Mbosso est en train de faire. Ça nous expose les pays. Et vous êtes en train de craindre la balkanisation. Mais quand le Rwanda va entrer, l'Ouganda entre déjà. C'est ça le danger. Donc, faisons un effort pour respecter toutes les recommandations et résolutions de la Commission de défense et sécurité. Pourquoi on l'a mis au frigo? Depuis le 29 septembre 2021, on ne veut pas. Pourquoi on ne met pas la commission spéciale chargée de faire le suivi de ces recommandations-là? Quand dans cette résolution, on vous dit que ce sont 68% des recettes décaissées pour 3 mois de 54 millions de dollars sont restés à Kinshasa, ça veut dire que le problème c'est où? C'est à l'Est ou à Kinshasa? On décaisse 54 millions pour les opérations de l'Est, mais 68% de ces fonds restent ici dans les états-majors. Vous savez qu'à un moment donné, on a trouvé 13 millions de dollars ici. On sait qu'il y avait une enquête de l'inspection générale de l'armée. Les résultats, c'est où? Donc, quelque part, si nous ne parvenons pas à travailler pour enquêter, pour appliquer les résolutions de l'Assemblée nationale, voilà maintenant, Museveni est entré, voilà que maintenant, Paul Kagame se prépare aussi, à travers ce qu'il vient de dire, que le danger est réel. Et vous savez pourquoi le président Paul Kagame le fait? Le Rwanda, c'est un petit pays. Ma province de l'Ituri, le Rwanda peut entrer 4 fois peut-être. Mais je peux sillonner ma province en une journée. Je traverse ma province. Mais le Rwanda, le petit pays là, c'est que Paul Kagame craint et que s'il y a des mouvements rebelles, en rien du temps, ces mouvements, si ce mouvement est fort, peut atteindre la capitale, Kigali. Et c'est comme ça que le Rwanda protège toujours son pays, ne veut pas de l'insécurité. Aujourd'hui, le M23 est soupçonné d'être une force rebelle tampon entre la RDC et le Rwanda, appuyé par des personnes bien pour que ce soit une barrière pour que les groupes armés ne passent pas au Rwanda. Donc, quelque part, nous, Congolais, nous avons intérêt à réorganiser nos forces de sécurité. Nous avons intérêt à suivre les résolutions de la Commission de défense et sécurité votées à l'Assemblée nationale. Mais les gens ne veulent pas. Vous êtes au pouvoir. Et pour cela, on a initié la pétition contre Mbosso. Vous êtes au pouvoir. Vous êtes l'union sacrée. C'est l'union sacrée qui est au pouvoir. Oui. Vous vous plaignez comme nous tous alors que vous-même vous êtes au pouvoir. Non, mais je ne me plains pas. Moi, je ne me plains pas parce que j'ai initié une pétition pour dire aux députés, alors, mettons alors la personne qui bloque, on les met de côté, on cherche quelqu'un d'autre qui fait appliquer ces recommandations-là. Et si les députés pensent qu'il faut continuer avec Mbosso, il n'y a pas de problème, c'est la loi de la majorité. Mais le pays est en problème. Le pays est en problème. Et les gens n'ont jamais su, je vous le dis ici, tous les Congolais qui m'écoutent maintenant, qui me voient, les problèmes de la RDC, aussi longtemps on n'a pas une assemblée indépendante. Une assemblée où le point de vue des députés est respecté. Une assemblée où les députés est manipulé. Une assemblée où les députés est robotisé. On ne va jamais avoir de développement en RDC. Jamais.
Allez, honorable, on va finir. Merci d'être venu nous voir. En 30 secondes, que dire de 3 ans de M. Tshisekedi au pouvoir? Vous pensez que c'est bon, c'est mauvais ou c'est pire? Ça, c'est une question qu'on m'a posée aux États-Unis. En fait, le vrai problème est que pour parler des bilans, il faut qu'il y ait des indicateurs mesurables dans le temps et dans l'espace. Mais est-ce que nous avons des indicateurs? Est-ce qu'on a un programme où il y a des indicateurs? Je ne pense pas. Par exemple, je donne une façon simple pour qu'on ne soit pas technique. Oui, non. Je donne un exemple pour que les gens comprennent. Vous l'accusez de n'avoir pas de boussole. Non. Il faut pas, ne cherchez pas toujours le mot accusation. Non. Je donne un exemple. Si dans votre programme, vous avez dit au peuple congolais que je vais arranger 1000 km de route, et si vous avez arrangé 500 au lieu de 1000, on va vous évaluer sur la base de votre parole, de votre programme de 1000 km. Vous ne répondez pas. Est-ce que le bilan... Mais comment on va évaluer un bilan? Non, mais je ne peux pas évaluer parce qu'il n'y a pas d'indicateur mesurable. D'accord. Est-ce que vous allez soutenir la candidature de Tshisekedi en 2023? Bon, ce n'est pas le moment parce qu'on n'est pas à la fin du mandat. Donc je vais tirer ma conclusion à la fin du mandat d'ici 5 ans et je saurai me positionner. Est-ce que vous pensez que comme président de la République, Katumbi ferait mieux que Tshisekedi? Tout dépend du programme. Tout dépend du programme. Vous pouvez avoir même un ange sur la tête du pays, mais quand vous n'avez pas des gens qui peuvent travailler avec vous, c'est fini. Je vais finir. Non. Vous fouillez trop bien. Je vais vous dire ceci. Je vais arrêter les supplices. Avant que vous puissiez arrêter, Kabila cherchait 15 personnes. Il les a trouvées? On dit que Kabila a cherché 15, Tshisekedi cherche même 3. Bon, vous avez compris. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le système. Il faut que les gens acceptent de travailler ensemble et qu'on change. Ce n'est pas une seule personne qui change les choses. Et Kabila a dit en quittant, je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais. Katumbi sera un président mieux que Tshisekedi? Bon, je ne sais pas. Mais je crois que Katumbi a des hommes forts. Si aussi longtemps que moi-même je suis à côté de Katumbi là, ne pensez pas qu'il y aura échec. Allez. Ne pensez pas. Honorable, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. À moi de vous féliciter aussi pour toutes les émissions que vous produisez, qui font beaucoup de changements au niveau de la société. En tout cas, je vous félicite. Et je salue tous les organes des médias, la presse. En tout cas, c'est ça la démocratie. Travaillons et vous changez beaucoup de choses. Merci beaucoup. Gracien de Saint-Nicolas, Iratiam Oumen, c'est ça? Ounen, oui. Ounen. Donc, c'est lui qui était notre invité ce soir. Madame, Monsieur, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Si vous l'avez aimé, dites grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Je pense à Emmanuel, je pense à Abdoul, je pense à toutes ces personnes qui sont là, qui nous ont aidés à travailler avec vous. Si vous avez aimé la veste, n'oubliez pas notre partenaire, la boutique La Londoloise, Judith Londolé Betoko, Bilamba Kitoko. Donc, regardez les spots. Dites-lui que vous avez aimé la veste qu'a portée Perouloa, sa chemise. Vous pouvez donc commander chez elle et ça me fera énormément plaisir. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.